Je m'appelle Nicolas Levin, je suis le RSSI de la société Imagine Consulting. Et donc, ça va bien s'insérer, je pense, après la maîtrise des contrats, puisque là, on va parler de comment contrôler les contrats, comment contrôler l'application de contrats chez la sous-traitance. Cette présentation, ça va être un retour d'expérience, ça va vraiment être issu de notre activité au jour le jour. Et donc, du coup, je vais vous parler de notre, assez brièvement, mais de notre contexte, pour bien comprendre dans quel cheminement on a fait pour arriver aux décisions qu'on a prises. Et donc, est-ce que nos recettes vont être applicables pour vous? Je vais essayer aussi un peu d'étendre le sujet sur ça, ce sont nos recettes. Dans un autre contexte, on pourrait appliquer telle autre recette. Et puis, évidemment, qu'est-ce qui a marché chez nous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou quelles sont les limites, on pourrait plus dire, de ce genre de méthodologie. Alors, donc voilà, comme je disais, on est sur un retour d'expérience d'une méthode de contrôle des variables. Alors, un mot très rapide sur ma société, puisqu'on est sur une position un peu particulière. On est une société de services, au sens large, on pourrait dire, qui travaille beaucoup avec des freelances. Ce qui veut dire, en fait, la conséquence immédiate, c'est que tous les consultants qu'on place chez nos clients sont des fournisseurs pour nous. Et c'est là où vraiment le contrôle des sous-traitants est un enjeu immense, puisque vraiment, on ne peut pas imposer par règlement intérieur ou par management direct, on pourrait dire, des exigences de sécurité à nos consultants. Tout passe par des contrats et donc le contrôle de ces contrats. Et comme je disais, on travaille beaucoup avec des freelances ou des toutes petites sociétés, comprendre 5 à 10 personnes. Donc des acteurs de niche, des spécialistes de tel ou tel domaine. Et donc ce sont des acteurs qui généralement, à minimum en tant que structure, pas forcément les personnes, parce que les personnes c'est relativement varié, mais en tant que structure, ce sont des acteurs qui ont une maturité en sécurité qui est relativement faible. On n'a jamais affaire à, enfin rarement, devrais-je dire, rarement affaire à des sociétés qui ont un RSSI, qui ont un service sécurité. On va plutôt avoir affaire aux consultants SAP, à l'expert en développement, à l'ingénieur DevOps, qui est freelance et qui va faire sa mission chez un grand compte. Et comme, justement, on travaille pour des grands comptes, les enjeux de sécurité, par contre, ils vont être bien là. On travaille voilà, pour des grands comptes, parfois même des OIV. Et donc, eux, ils vont pousser vers nous des exigences de sécurité vis-à-vis de ces consultants que nous, on va répercuter. Et donc, on est aussi un acteur dans ce qui était mentionné juste avant, c'est-à-dire la sous-traitance en cascade. On est un acteur et donc, on joue vraiment un rôle de répercussion des exigences de sécurité vers des sous-traitants qui sont, on pourrait dire, juste en dessous de nous dans la chaîne. Voilà. Un point important aussi de notre expérience, de notre méthodo, c'est qu'on avait besoin de quelque chose qui était industrialisé et relativement rapide. Tout ça simplement pour des questions de volume. Pour vous donner une idée, c'est une méthodologie qui a 3 ans, enfin, à peu près 3 ans, et on a traité avec à peu près 300 fournisseurs. Donc, soit freelance, soit petite société. Et comme on renouvelle annuellement ces évaluations, ça fait à peu près 400 évaluations pour une toute petite équipe. La toute petite équipe étant devant vous à peu près. Donc voilà, il fallait vraiment que ça aille vite et on arrive à un contrôle. Je suis un peu réticent à parler d'audit puisque généralement ce ne sont pas des contrôles où on va vraiment constater sur place. C'est plus, généralement on fait des contrôles à distance du coup. Et on vise des contrôles qui prennent à peu près une demi-journée de charge, vous voyez. Donc ça devient à peu près vivable de contrôler une aussi large population. Voilà. Je vais rappeler ce qui est peut-être pour vous des évidences, vous m'en excuserez, mais pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, l'objectif principal de ce genre de méthodologie, c'est de contrôler a priori, et j'ajouterais systématiquement, dans le sens où on contrôle pour tous les sous-traitants qui passent par nous, enfin, dans certains cadres, mais quand on met en place cette méthodologie, on le contrôle systématiquement. Donc, c'est contrôler la conformité aux engagements de sécurité, c'est-à-dire comme on en parlait, à des annexes contractuelles en sécurité. Et on ajoute, ça c'est vraiment ce qui me semble être le plus fondamental, et on ajoute aussi deux points qui sont d'informer et de sensibiliser ses partenaires, ses fournisseurs, c'est-à-dire de leur expliquer quels sont les enjeux et quel est le fond, je pourrais dire, de ces annexes contractuelles, et de les sensibiliser à leurs responsabilités, puisque comme je vous disais, on a face à nous un développeur, un administrateur système, des gens qui vont aller chez des clients,
et qui n'ont pas forcément qui n'ont pas forcément conscience, excusez-moi, que en tant que société, qu'ils ont aussi une responsabilité en tant que société, en tant que fournisseur. Et que voilà, et qu'on va leur donner, ben voilà, vous avez une annexe de 5 à 10 pages d'exigences généralement pensées un peu haut niveau pour des sociétés, et que elles vont être peut-être un peu décalées ou elles vont être mal comprises. Donc voilà, il y a un vrai enjeu d'information et de sensibilisation. Et également, et là ça vous surprendra peut-être, mais on a aussi, on s'est donné en tout cas dans notre contexte à nous, un rôle d'accompagnement et un objectif de faire progresser les sociétés, de vraiment faire progresser un écosystème et de ne pas simplement sanctionner conforme, non conforme. Voilà. Du coup, je vais me concentrer sur les aspects cadrage, construction de la méthode et également suivi, mais je vais passer un peu rapidement sur ce qui pourrait paraître central, l'évaluation en elle-même, dans le sens où, bon, déjà 20 minutes, plutôt plus que 15 maintenant d'ailleurs, et aussi, à mon sens, c'est pas là où on a le plus d'originalité. C'est au final pas très différent. Enfin, l'évaluation qu'on fait n'est pas très différente d'évaluer un plan d'assurance sécurité, par exemple. Voilà. Alors, quel est, dans les grandes lignes, l'outil qu'on a mis en place? Globalement, je vais supposer là qu'on est dans le contexte où on a déjà notre annexe contractuelle, notre corpus d'exigences contractuelles qui ont été négociées, etc. On va mettre en place deux choses. On va traduire d'un côté ce corpus contractuel en un questionnaire, un peu de la même manière qu'on ferait un plan d'assurance sécurité, et on va y attribuer un barème. C'est puisque l'objectif à terme, c'est de faire de la notation. Alors, globalement, cette première étape de construction d'un questionnaire, il s'agit de traduire les exigences contractuelles. Comme je les disais juste avant, il y a un enjeu de sensibilisation, d'explication, et de rendre les choses un peu plus concrètes, je dirais. Rendre les choses plus concrètes, plus détaillées. Et c'est aussi l'opportunité, éventuellement, d'adapter des exigences génériques à un fournisseur spécifique ou à une catégorie de fournisseurs. Peut-être que dans votre entreprise ou dans votre entité, il y a une annexe de sécurité générique pour tous les fournisseurs, mais vous avez envie de faire un appel d'offres pour, mettons, de la maintenance de sites web ou d'applicatifs particuliers. Voilà. Donc ça pourrait être une traduction de ces exigences spécifiques. Et ensuite, pour soutenir et compléter ce questionnaire, il va y avoir un barème qui est globalement une méthode de notation, la pondération des différentes questions. Pour vous donner une idée, nous, les questionnaires qu'on utilise dans notre activité, on en a plusieurs, mais c'est entre 20 et 30 questions qui se veulent un peu concrètes, opérationnelles. Et donc, il va y avoir donc une pondération des questions, pour faire le tri entre les choses les plus importantes, les plus critiques, et celles qui le sont moins, et aussi se fixer un objectif. Si on notait nos fournisseurs sur 20, on peut décréter que pour telle activité, on veut que nos fournisseurs aient au moins 15 sur 20, voilà, sur la notation de sécurité. Ou pour telle activité un peu moins critique, il nous suffirait de 12 sur 20, que sais-je. Là aussi, c'est un peu une traduction des enjeux de sécurité. Voilà. Je vous donne un exemple assez rapide. Si on part d'une exigence relativement répandue, qui est de dire tous les employés du prestataire doivent être sensibilisés à la sécurité, eh ben, une traduction possible, c'est vraiment un exemple, une traduction possible, ça veut dire, ça se découpe en 3 questions. Quelles initiatives de sensibilisation on a pour la sensibilisation à l'usage de l'outil informatique en général? Est-ce que ces sensibilisations sont périodiques? Et enfin, si on est dans le cadre, par exemple, de maintenance de site web, est-ce qu'il y a des formations spécifiques, au-delà de la simple utilisation informatique, de la simple hygiène informatique, sur la sécurisation des applications web? Voilà. Ça, c'est vraiment un exemple pour démontrer qu'on est à la fois sur un détail et sur une spécialisation. D'ailleurs, je vais garder cet exemple-là comme fil rouge, un peu pour démontrer la construction du barème, la notation et le suivi par la suite. D'ailleurs, vu qu'on parlait barème, là j'ai la catégorie sensibilisation. On va décider qu'on note toutes nos exigences sur 10, mettons. Qu'une question, c'est noté soit 0, soit 5, soit 10 points.
Mettons 0 quand on est à côté de la plaque, 5 points quand il y a des bonnes choses, qu'on est partiellement conforme, mais qu'il manque quand même des choses, et 10 points quand on répond aux exigences. Voilà. Ça fait une note sur 10, c'est un peu intuitif. Après, on décide de pondérer dans cette catégorie-là, en disant qu'on attribue 30% du poids de la catégorie sur la première, 30% sur la deuxième, et 40% sur la dernière. On se dit, voilà, on est attaché à la sensibilisation sur les sujets spécifiques de sécurité web, dans ce cadre-là. Et on détermine, enfin, toujours pour démontrer sur un exemple, qu'il faut que le minimum de base qu'on est prêt à accepter sur ce sujet-là, c'est qu'il y ait de la sensibilisation, et donc on décide que la question 1 sera éliminatoire. Voilà. Encore une fois, c'est un choix qui peut se discuter. D'ailleurs, justement, discutons un peu des implications que ça peut avoir. Vous en douterez peut-être, mais le découpage en question et le barème qu'on y attache sont des choix qui sont très influents sur les résultats. Et donc, à ce titre-là, il faut vraiment qu'ils collent le plus près possible aux enjeux de sécurité du client, du donneur d'ordre, et idéalement à son analyse de risque, ce qui serait un peu l'étape de maturité supérieure. Il faut aussi avoir en tête quels objectifs on donne à cette évaluation. Parce qu'on peut y voir plusieurs objectifs. Est-ce qu'on est face à un écosystème de sous-traitants qu'on veut faire monter en compétences, en maturité sur le sujet sécurité? Ou est-ce qu'on est dans une optique plus évaluation ou plus conformité à un référentiel parce qu'on a des exigences fortes, voilà, réglementaires par exemple? Dans notre contexte, on se place assez clairement sur une optique d'évolution de la maturité. Et ça va se voir un peu sur les choix qu'on a fait par la suite. Et évidemment, il faut prioriser, il faut vraiment prioriser, et surtout pas penser que tout ce qui est... comment dire, que toutes les exigences sont critiques, toutes les exigences sont éliminatoires, toutes les exigences sont prioritaires, dans le sens où l'intérêt de ce genre de... Enfin, en tout cas, l'intérêt que nous, on y trouve, c'est aussi d'avoir une synthèse et une moyenne. Voilà, on a une note globale à la fin qui représente le sous-traitant. Et voilà, il faut quand même qu'il y ait une certaine capacité de synthèse. J'ai dit que je ne m'attarderais pas trop sur la notation, l'évaluation en elle-même. Donc du coup, je vais juste vous présenter mon exemple, mon fil rouge, pour pouvoir faire le lien avec les considérations de suivi et de communication par la suite. Donc, je vous avais parlé de mon découpage pour la catégorie sensibilisation du personnel, en 3 questions. Imaginons maintenant qu'un fournisseur me réponde, bon, sur la sensibilisation générale, moi, la seule chose que je fais, c'est que je fais une simulation de phishing pour tous les employés. Voilà, je fais ça une fois tous les 6 mois et c'est après le seul truc que je fais sur l'hygiène informatique. Bon, nous, on reçoit ça, on dit, bon, c'est un peu short, ça traite une partie des sujets, c'est un point intéressant, mais ça traite qu'une partie des sujets. On considère que c'est partiellement conforme, ça fait 5 sur 10. Par contre, c'est tous les 6 mois, c'est bien, c'est périodique. Donc vis-à-vis de la périodicité en elle-même, ça va, ça répond à l'exigence. Donc on considère que c'est à 10. Par contre, bon, sur le sujet spécifique de la sécurité web, on n'a rien en place, mais promis, ça sera mis en place dans l'année. Bon, vous n'avez rien en place, donc ça ne répond pas à l'exigence. Et du coup, si on reprend le barème que j'avais évoqué, 30%, 40%, on fait un calcul, voilà, sur la catégorie, ça nous donne une note globale qui représente la catégorie. Et on pourra après communiquer là-dessus en disant, bah, sur le sujet spécifique de la sensibilisation, bon, c'est pas totalement satisfaisant, on est à 4,5 sur 10. Bon, après, à discuter selon le niveau d'exigence, mais ça reste un point à améliorer. C'est le genre de message qu'on peut avoir vis-à-vis, enfin le genre de discours qu'on peut avoir vis-à-vis d'un sous-traitant. Ensuite, une fois qu'on a fait cette évaluation, un point aussi intéressant, c'est quel discours on peut tenir face aux parties prenantes. Et là, je dirais vraiment toutes les parties prenantes. Parce que la mise en place d'une prestation, ça implique un commanditaire métier qui va vraiment recevoir le bénéfice de la prestation, bien souvent un service achat, le fournisseur en lui-même. Et donc du coup, là-dessus,
c'est aussi un point que je trouve assez intéressant avec ce système-là. Ce qui marche bien chez nous, c'est un point qu'on a beaucoup travaillé, en fait, qu'on faisait assez peu au début et qui s'est vraiment révélé comme être quelque chose d'important. C'est que toutes les exigences, tous les points du questionnaire qui se sont avérés non conformes ou partiellement non satisfaisants, on va pousser des recommandations vers le fournisseur. On n'est pas dans une posture où on dit, bon, monsieur le fournisseur ou madame le fournisseur, vous êtes non conforme, donnez-nous un plan d'action dans le mois. Sans forcément substituer au fournisseur sur ce sujet-là, il y a déjà une orientation et un premier niveau de recommandation. Si on reprend notre fameux exemple, il y a 2 points qui sont avérés non satisfaisants ou partiellement satisfaisants, sans forcément aller très loin dans le détail, en se souvenant, nous on part vraiment d'une population qui potentiellement n'a jamais entendu parler de répondre à des exigences de sécurité, et on leur dit, voilà, votre optique de simuler le phishing, c'est très bien, mais il faut compléter ça par d'autres actions liées à l'hygiène, en citant par exemple le guide d'hygiène de l'ANSSI ou d'autres sources documentaires bien connues. Et sur le sujet formation aux enjeux de la sécurité web, évidemment, s'il n'y a rien, il faut mettre des choses en place, en s'appuyant par exemple sur le top 10 de l'OWASP. C'est un bon début. Et j'insiste pas mal là-dessus, parce que je trouve que c'est un point qui est réellement très très important pour l'acceptation de la méthode avec les différents acteurs, puisque ça légitimise réellement ce sujet-là. On n'est plus sur une décision qui peut sembler arbitraire, on est sur une décision qui est argumentée et qui a et où on a vraiment des éléments sur lesquels se baser, et c'est beaucoup plus difficile de remettre en cause la démarche en elle-même. On peut éventuellement discuter tel ou tel point, voilà, je ne suis pas d'accord avec votre compréhension de ce point-là, mais au moins on n'est pas dans une opposition frontale de la démarche. Et en plus, ça donne vraiment des indicateurs relativement factuels et assez nombreux en fait, pour communiquer envers les différents acteurs. Et là-dessus, ça peut être aussi l'enjeu de communication, il n'est pas que vers les fournisseurs, on peut être aussi face au prescripteur métier à qui il va falloir expliquer, non, j'ai rendu un avis non conforme pour ton super spécialiste de tel sujet, oui, mais regarde, il a été non conforme sur ça, 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 et il n'a pas su s'améliorer. Je me suis d'ailleurs pas trop attardé dessus, mais ça sert aussi comme support à renouveler l'évaluation dans le temps. Parce que nous, globalement, quand on fait des évaluations comme ça, c'est annuel. Et donc, on a une liste de non-conformité sur laquelle on peut se baser pour traiter le renouvellement de l'année d'après. Un peu comme on le ferait pour un audit de 27001, par exemple. Voilà. Si je synthétise un peu ce à quoi on arrive et ce qui fonctionne bien, et à mon avis les limites de cette méthode-là, quelque chose qui est assez intéressant et assez marquant, c'est qu'on a des résultats qui sont comparables. On peut dire, si on est dans un contexte d'appel d'offres, on a 3 fournisseurs qui sont conformes, qui passent notre niveau d'exigence. Il y en a un qui est à 8 sur 10, il y en a un qui est à 9 sur 10, il y en a un qui est à 10 sur 10. Clairement, nous, on préfère le 3e. Il est mieux noté. Comparativement à conforme, non conforme, conforme, non conforme. S'il y en a 3 qui sont conformes, on ne peut pas en dire plus. Un autre point que je trouve intéressant, c'est que on a vraiment, en tant qu'équipe sécurité qui traite de ce genre de sujet, on a vraiment une finesse de personnalisation, y compris en partant d'un corpus d'exigences uniques. On a vraiment à la fois 2 leviers qui sont la constitution du questionnaire et l'ajustement du barème, et aussi, avec le barème, les niveaux d'exigence qu'on met en face. Et là, c'est plus spécifique à notre utilisation, mais on a vraiment un support de communication et d'amélioration continue face à notre écosystème de fournisseurs. Pour vous donner une idée, le principe qu'on a mis en place, c'est globalement, on fait une évaluation, on fait un retour à un fournisseur, et le fournisseur peut revenir vers nous en apportant en mettant à jour ses réponses, on pourrait dire. S'il n'a pas été conforme sur tel ou tel point, il peut mettre en place des actions et obtenir une réévaluation.
Et donc du coup, si on moyenne toutes les évaluations qu'on a fait, on a à peu près 24% de fournisseurs qui n'étaient pas conformes à la première évaluation. Et en fin de cycle, on n'a plus que entre 3,5 et 4% de fournisseurs qui vraiment, on a été obligé d'émettre un avis non conforme parce qu'ils n'y arrivaient pas. Ou ils ne voulaient pas y arriver, soyons honnêtes, c'est plutôt qu'ils ne voulaient pas y arriver. Ou qu'ils ont considéré que c'était trop cher par rapport à ce qu'ils pouvaient en tirer. Et du coup, on a vraiment des résultats assez intéressants sur cet aspect amélioration continue. Alors, en contrepartie, si je passe plutôt au côté limitation, c'est un sujet qui demande une vraie implication d'un prescripteur dans une démarche sécurité des fournisseurs. Il faut quand même se poser des questions et se placer quasiment en tant que conseil pour un fournisseur, et c'est une position qu'on ne peut pas vouloir dans tous les cas. Si on est par exemple dans un appel d'offres, on ne veut pas forcément se dire je vais prendre le temps de conseiller mon fournisseur. Ça peut être inadéquat. Et je pense aussi que c'est une démarche qui marche moins bien quand on est sur un référentiel qui a vraiment besoin d'une conformité quasi absolue à tous les points, ou une non-conformité, encore une fois, si on reprend l'exemple de la 27001, la 27001, si on a une non-conformité à une des exigences de la norme, on ne peut pas être certifié. Là, ça bénéficie quand même beaucoup de pouvoir jouer sur le barème, sur la notation, et après donner une vision globale, plutôt que juste de dire un avis oui, non. Voilà.